Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors pour détendre l'atmosphère, je voudrais juste vous lire une citation de François Hollande toute fraîche de ce matin, qui a annoncé qu'il allait enfin mettre fin à la dérive du marché libre de la santé. Donc après cette boutade de notre président, moi j'avais envie aujourd'hui de vous parler de ma terre électorale, de ma circonscription, puisque un peu paradoxalement ma circonscription c'est Londres, c'est là où j'ai fait campagne, et vous parler un peu en digression du libéralisme ou des idées libérales qui peuvent venir un jour où, mettons pour l'hypothèse, il fasse beau à Londres et où l'on se promène de Speaker's Corner jusqu'à Westminster. Alors pour ceux qui connaissent un peu Londres, ça vous donnera une idée. Les autres, j'espère, pourront me suivre en imagination. Alors commençons par Speaker's Corner. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que Speaker's Corner, mais c'est cet endroit au nord de Hyde Park où depuis le 19e siècle, les orateurs peuvent venir librement, avec un escabeau, haranguer la foule. Alors, Karl Marx et Lénine en ont profité, mais aussi pour des gens qui sont plus de notre sensibilité, George Orwell, et bon nombre de prédicateurs illuminés, également des prédicateurs de haine, également des gens qui contestent ou qui approuvent le réchauffement climatique. N'importe qui peut venir là, haranguer la foule, mais la règle du jeu, c'est que la foule peut réagir en retour, interrompre l'orateur et l'insulter si cela lui chante. Et simplement, Speaker's Corner est devenu l'emblème de la liberté d'expression en Angleterre, et surtout, comme le droit anglais fonctionne par jurisprudence, a fait jurisprudence. Et j'aimerais vous lire à ce sujet l'arrêt de Lord Justice Sedley de 1999, donc c'est très récent, qui est un peu l'équivalent de notre Conseil d'État, qui cite justement le Speaker's Corner dans son arrêt, pour conclure, sur un cas particulier, que la liberté d'expression comprend non seulement les propos inoffensifs, mais tous ceux qui sont irritants, clivants, excentriques, hérétiques, désagréables et provocateurs, dans la mesure où ils n'incitent pas à la violence. La liberté de parler de manière inoffensive, ce n'est vraiment pas la peine de l'avoir. Ce qui vous dit que dans la limite où on n'incite pas à la violence, on a le droit de tout dire et on a le droit de s'entendre tout répondre. Alors c'était pareil en France, avec la loi sur la presse de 1881, mais ça a un peu changé depuis. Et c'est une question dont on ne parle pas, dont on parle très peu, parce qu'il semble acquis que la liberté d'expression est garantie en France. Mais je crains que moins on en parle aujourd'hui, moins demain on aura le droit d'en parler. Car insidieusement, un certain nombre de lois viennent limiter la liberté d'expression en France. Je vous renvoie d'ailleurs à l'excellent ouvrage de Philippe Nemo qui est paru l'année dernière, qui s'appelle « La régression intellectuelle en France ». Et ce que je vais dire est largement bâti autour de sa propre analyse. En 1972, c'est là où les problèmes ont commencé avec la loi Pleven et avec la notion nouvelle en droit français de provocation à la haine et de provocation à la discrimination. Jusqu'à présent, ce que la loi jugeait, c'était la provocation, c'était soit le comportement discriminatoire, ce qui est tout à fait légitime, donc quand on n'embauche pas quelqu'un à cause de sa couleur de peau, etc., ou bien les incitations à la violence, ce qui est également légitime, et non seulement légitime, mais mesurable. C'est-à-dire que le juge peut constater de manière tout à fait objective, ne serait-ce que par ses conséquences matérielles, si un propos incite à la violence. Alors que la provocation à la haine est une notion beaucoup plus subjective et beaucoup plus difficile pour le juge à interpréter. Évidemment, si on insulte une ethnie, les juifs, les noirs, que sais-je, c'est facile. Mais en fait, dans tout un certain nombre d'autres cas, le juge a toute latitude, grâce à cette nouvelle disposition du droit français, d'incriminer des propos librement tenus. Pire encore, un nouvel article du Code pénal en 1993 fait de inscrit cette provocation à la discrimination dans un contexte non public. Ça veut dire que même si en privé, c'est pour ça qu'Hortefeux avait été condamné d'ailleurs,
dans ses propos sur les Auvergnats ou je ne sais plus, les Arabes, parce qu'il avait été filmé par une caméra volée, des images volées, mais la loi inclut la discrimination non publique, privée. Donc, si à table, j'ai un propos qui, certains peuvent juger, incite à la discrimination, non seulement je peux être traîné devant les tribunaux, mais un tiers, qui est aussi une exception par rapport au reste du droit, un tiers a le droit de me traîner dans les tribunaux. C'est-à-dire que les associations se sont vues octroyer le pouvoir de déposer plainte en lieu et place de la victime. Alors je passe sur le cas classique des lois Guesso et Taubira, des lois mémorielles, qui limitent le travail de certains historiens, parce qu'en un sens, ce sont des cas spécifiques qui, je pense, n'ont pas énormément d'incidence concrète. Et j'en viens directement, au pire, à la loi sur la HALDE de 2004, qui modifie les articles de la loi sur la presse de 1880, vous voyez que c'est quand même assez grave, en pénalisant, cette fois, la provocation à la discrimination dans de simples propos, d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. De manière intéressante, le Conseil national consultatif des droits de l'homme avait émis un avis négatif sur cette loi. Et alors, il faut lire cette loi, évidemment, au regard de la définition de la discrimination. Donc, pour résumer, maintenant, si on provoque la discrimination, on tombe sous le coup de la loi. On peut être emprisonné, c'est pénal. Alors, qu'est-ce que la discrimination? Eh bien, lisons le code pénal. La discrimination, c'est toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur sexe, situation de famille, grossesse, apparence physique, patronyme, état de santé, handicap, caractéristiques génétiques, mœurs, orientation sexuelle, âge, opinion politique, activité syndicale, appartenance à une ethnie, nation ou religion. Ça veut dire que toute distinction, en fait, opérée dans un groupe d'individus est considérée comme une discrimination et peut être pénalement incriminée. Et qu'est-ce que le discours politique? Qu'est-ce que la pensée? Qu'est-ce que le dialogue? Sinon, comme disait Platon, ce bon boucher qui nous permet d'opérer des distinctions entre les choses, entre les catégories sociales, entre les êtres. Et qu'est-ce que nous faisons d'autre quand nous discutons politique, quand nous discutons du libéralisme, que d'opérer des distinctions entre ceux qui croient au marché ou ceux qui n'y croient pas, entre ceux qui ont des privilèges et ceux qui n'en ont pas, entre les monopoles et autres. Alors j'ai cherché quelques grandes phrases dans la littérature qui sont aujourd'hui interdites par le droit français. Tolstoï, « Toutes les familles heureuses se ressemblent. Chaque famille malheureuse est malheureuse à sa manière. » La fameuse introduction de Guerre et Paix, qui donc est une distinction en fonction de la situation de famille. Victor Hugo, Beaux endormis. Et l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, mais dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière. Discrimination en fonction de l'âge. Je passe sur les sculptures de Botero, qu'on peut toutes brûler ou fondre. J'en viens à Molière, dans l'École des femmes. Une femme stupide est donc votre marotte, tant que j'aimerais mieux une laide bien sotte qu'une femme fort belle avec beaucoup d'esprit. Molière risque 14 000 € d'amende. Toute phrase commençant par une nationalité, les Italiens, les Anglais, les Chinois, les Français, que sais-je, est une discrimination. Parce que là, on dit bien qu'une discrimination, c'est une distinction. Ce n'est même pas une distinction négative. C'est le fait de distinguer plusieurs groupes. Alors, quant aux opinions politiques, c'est incroyable. La distinction des personnes en fonction de leurs opinions politiques est une discrimination, selon cette définition. Et donc, tout propos politique, tout débat télévisé tombe sous le coup de la loi. Alors, bien sûr, bon, ces lois ne sont pas appliquées. Ou sont appliquées en fait à des cas qui semblent évidents. Quand le préfet a dit, quand il était à l'aéroport, c'est l'Afrique ici, discrimination d'ordre privé, et donc c'est en vertu de ces articles qu'il a été condamné. Mais en fait, c'est simplement parce que c'est ce cas-là qui saute aux yeux et que nous pensons à référer devant le juge. Mais finalement, le Parti libéral-démocrate pourrait se constituer en association pour poursuivre des propos de nature parfaitement inoffensive en raison de ces articles, et pour démontrer la dangerosité et l'absurdité de ces nouvelles dispositions législatives qui constituent potentiellement, nous n'en sommes pas là, qui constituent potentiellement un immense danger pour la liberté d'expression, qui passe inaperçu et qui quand même se reflète également dans la juridicisation extrêmement poussée de tout propos maintenant tenu en public. On peut être accusé de diffamation,
Et moi, je défends le droit que Zemmour dise des bêtises sur les Juifs et les Arabes pour qu'on ait le droit de lui répondre le contraire ou de lui prouver le contraire avec des statistiques objectives. Et je pense que c'est un principe d'autant plus important de réaffirmer actuellement que les pressions qu'exercent les sensibilités dans le monde musulman, dont on a vu encore un épisode avec l'affaire de la vidéo et des caricatures de Charlie Hebdo, exacerbent ce problème de la liberté d'expression. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans ces histoires de caricatures de Charlie Hebdo, bon, elles sont vulgaires, débiles, bon, très bien. Mais je trouve qu'elles étaient très utiles, parce qu'elles obligeaient les gouvernements à assumer le fait que même dans un contexte international sensible, même sur un sujet qui peut vexer une grande partie de la population française, et même avec des caricatures complètement débiles, et finalement heureusement qu'elles étaient débiles, il faut assumer à 100% notre droit à utiliser une liberté d'expression pleine et entière. Et je salue Vincent Peillon, qui est le seul ministre du gouvernement à avoir eu des propos très clairs sur cette histoire, en disant c'est intangible, on ne peut pas transiger avec la liberté d'expression, il faut qu'il y ait dans une société démocratique quelques personnes qui n'ont pas à se préoccuper des effets de leurs paroles. Ça, c'est pour le ministre de l'Intérieur. Donc relisons Le fanatisme ou Mahomet de Voltaire. Une pièce, c'est d'ailleurs assez amusant, parce que c'est une pièce où Voltaire, pour critiquer la religion catholique, qu'il n'avait pas le droit de faire à l'époque, utilise l'islam. Et maintenant, cette pièce suscite des polémiques exactement pour la raison inverse. Parce qu'en critiquant l'islam, il critique la religion, ou supposé critiquer la religion des musulmans. Donc, assumons et exerçons notre liberté d'expression et abolissons ces articles tout à fait liberticides du Code pénal et la loi qui modifie la loi de 1881. Alors, je sors de Speaker's Corner, je traverse Hyde Park, j'ouvre mon parapluie et j'arrive sur Exhibition Road, qui est cette grande rue que vous avez peut-être prise si vous allez au Muséum d'Histoire Naturelle. Enfin, il y a beaucoup de musées, c'est pour ça qu'on l'appelle Exhibition Road, qui descend vers South Kensington. Et là, je suis un peu effrayé, je m'arrête parce que je ne vois plus aucune signalisation routière. Je ne vois plus les trottoirs, je ne vois plus la route, et pourtant je vois devant moi des voitures et des piétons. Et en fait, Exhibition Road correspond à un nouvel état d'esprit anglais, qui est d'essayer ce qu'on appelle les shared space, donc les espaces partagés, ou les naked roads, les rues toutes nues, où ils ont volontairement enlevé tout signe de régulation routière, toute marque de trottoir, et où ils ont également aboli toute limitation de vitesse, voire règle de priorité. Et donc l'automobiliste surpris est obligé de faire extrêmement attention, parce qu'il ne comprend plus rien. Il est obligé de négocier sa place avec les piétons, en les regardant, en faisant des appels d'œil. Et on a vu, parce que là c'est sur Exhibition Road, mais ça a été expérimenté dans beaucoup de villes britanniques et d'autres, dans quelques autres pays du monde également, on a vu que statistiquement le nombre d'accidents sur ces routes diminue. Pourquoi ? Parce qu'on responsabilise les gens. Au lieu de leur dire, vous avez une limitation de vitesse à 60, c'est une règle, et dans la limite de ces règles que vous respectez, vous avez le droit d'aller aussi vite que vous voulez, on leur dit, là, il n'y a plus rien, c'est à vous d'évaluer vos risques et de les assumer. Donc je trouve ça particulièrement intéressant pour nous, parce que finalement, la voiture, l'utilisation de la voiture, sans en faire une obsession personnelle, même si j'ai raté mon permis pendant 10 ans, est une magnifique illustration du libéralisme. Parce que certes, il faut des règles, un code de la route et une priorité, mais en même temps, je pense, et d'ailleurs, c'est aussi assez populaire de le dire, voire populiste, donc n'hésitons pas, que la multiplication des radars sur les routes est d'une profonde idiotie. Quand on prend la courbe des accidents de la route depuis 1965, on s'aperçoit que cette courbe diminue de manière extraordinairement graduelle jusqu'à aujourd'hui. Elle diminue parce que, évidemment, le confort des voitures, la sécurité des voitures, l'airbag, la structure des routes a été améliorée. Que je sache, on n'a pas inventé l'airbag au ministère des Transports. Et les politiques ont cette illusion qu'en imposant de plus en plus de régulations routières, ils font baisser le nombre d'accidents. Mais non, le nombre d'accidents baisse parce qu'il baisse naturellement grâce à l'amélioration de la sécurité des véhicules et des routes. Je
J'en veux pour preuve le fait qu'en 1973, le joyeux Pierre Messmer a introduit les limitations de vitesse générale sur les routes. Alors qu'avant, certaines routes étaient limitées parce qu'on les considérait particulièrement dangereuses, mais sur les routes normales, on pouvait rouler à l'allure que l'on estimait pas dangereuse. En 1973, il a introduit des limitations de vitesse partout, c'est-à-dire que par défaut, vous avez une limitation de vitesse, et le nombre d'accidents n'a absolument pas chuté davantage qu'il avait chuté l'année précédente. Ça pour dire qu'en responsabilisant les gens sur les routes, au lieu de... C'est particulièrement infantilisant, ces histoires de permis à points, on perd des points, on doit redemander des points, on fait attention au radar, on a un anti-radar, on regarde sur le GPS, on regarde son aiguille pour être sûr qu'on n'est pas à 2 km. En fait, c'est extrêmement dangereux. En Allemagne, où il n'y a pas de limitation de vitesse sur les autoroutes, le taux d'accident en proportion du nombre de véhicules est plus faible. Et j'aimerais citer un homme dont je vais avoir beaucoup de mal à prononcer le nom, Bernd Pichetsrieder, PDG de BMW, qui dit en dessous de 180 km/h sur autoroute, je m'endors, et c'est pour cette raison que vous avez tant d'accidents en France. Je vous passe, parce que le temps passe, l'analyse de l'obligation de porter une ceinture de sécurité, et l'arrêt quand même intéressant, et d'ailleurs dont je vais quand même dire juste un mot, du Conseil d'État de 75 Bouvet de la Maisonneuve, parce que deux particuliers avaient fait appel au Conseil d'État en disant que l'obligation de porter une ceinture de sécurité était liberticide. Et le Conseil d'État a un arrêté très intéressant où il dit, en ne portant pas de ceinture, vous créez un danger pour autrui, parce que vous pouvez devenir un projectile, puis il y a des problèmes d'assurance, etc. Bon, très bien, ce sont des arguments légitimes. Et le Conseil d'État termine, mais l'essentiel, c'est que l'État a le droit de vous protéger, a le devoir de vous protéger contre vous-même. Et c'est un arrêt qui fait jurisprudence, et dont beaucoup d'autres, sur lequel beaucoup d'autres s'appuient aujourd'hui, et qui va dans le sens, évidemment, de l'État de nounou. Alors, sur Exhibition Road, j'ouvre une porte, et je suis à Imperial College, qui est une des meilleures facs britanniques, qui est 27e au classement de Shanghai, où, vous savez, la France arrive péniblement au 73e rang, et où, comme pour les classements de l'OCDE sur la compétitivité, on nous explique chaque année que les critères sont mal définis. Et je vais juste vous dire en deux mots ce qu'il faut faire pour améliorer notre système d'éducation supérieure. C'est tellement simple, c'est tellement consensuel. Il faut introduire la sélection à l'entrée des facs. Donc sur Imperial College, vous avez un taux d'admission, par exemple, qui est inférieur à 20%, alors qu'en France, le baccalauréat, qui est une anomalie qui, en fait, date du code napoléonien, constitue le premier diplôme d'études supérieures, parce qu'à l'époque, il y avait 10 000 personnes qui l'avaient par an, et que donc, quand vous avez votre bac, on ne peut vous refuser à aucune fac. Et donc, toutes les facs sont au même niveau, donc la Sorbonne est au même niveau que Lille 3, au même niveau que Marseille 2, parce que vous ne pouvez sélectionner ni vos étudiants ni vos profs, et que l'ensemble est nivelé vers le bas. Et oui, il faut des droits d'inscription. Alors, en Angleterre, ils sont particulièrement élevés. D'ailleurs, évidemment, les collèges sont très riches, ils ont des propriétés. Quand vous entrez là-bas, je me rappelle, j'étais prof à Lille 3, une fois j'étais voir un copain qui enseignait à Oxford. À Lille 3, j'allais à une petite cafette, je faisais la queue pour avoir mon petit sandwich au fromage, et lui m'invitait à Oxford. Il était habillé dans une grande gaune, et on arrive sur une estrade, les élèves se lèvent, ils sont tous en smoking, vous prenez du blanc, du rouge. C'est notre univers. Bon, ils peuvent donc se le permettre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils payent des droits d'inscription. Donc, ils payent. Alors, le gouvernement dit 9 000 pounds par an, minimum. Évidemment, ça a créé un grand scandale. Mais quand on prend, en fait, les régulations d'Imperial College, évidemment, il y a des systèmes de bourse. Et alors, qui sont faits de manière extrêmement incrémentale. Donc, par exemple, si la famille, la famille d'origine de l'étudiant touche moins de 25 000 pounds par an, à ce moment-là, Imperial College lui donne 6 000. Donc il lui reste 3 000 à trouver. Bon, 3 000, c'est peut-être beaucoup. Enfin, ça fait peut-être 10 000 pour une scolarité de 3 ans. 10 000, il peut avoir un prêt étudiant, il peut le rembourser après. Enfin, c'est faisable. Et puis, donc, de 25 000 à 60 000, vous avez toute une gradation à 5 catégories. Et puis, la subvention baisse un peu à chaque fois. Et je trouve ça beaucoup plus responsabilisant, parce que quand vous payez pour vos études, vous avez envie d'un retour sur investissement. Je suis sûr que mes élèves à Lille, s'ils avaient payé 1 000 € pour l'année scolaire, ils auraient assisté au cours. Parce que là, tout est gratuit, donc ils viennent, ils partent, ils ont l'impression que c'est juste un jeu qui leur est offert, en fait. Et puis, évidemment, ça permet de financer les facs. Et surtout, ça met fin à cette illusion française de la gratuité, parce qu'on dit que quelque chose est gratuit, rien n'est gratuit, qui paye. Le contribuable, qui est contribuable, le français moyen. Est-ce que vous trouvez normal que le français moyen paye les études
de quelqu'un qui vient d'une famille très très aisée et qui va étudier la philo à la fac. Bon, alors donc je continue sur Exhibition Road. Je passe au Muséum d'histoire naturelle où sont logés où sont exposés certains des plus beaux spécimens de dinosaures. Et je ne m'attarde pas sur la comparaison avec le Parti socialiste actuel. Et j'arrive donc au quartier français par excellence, South Kensington. À South Kensington, nous avons la boulangerie, la fromagerie, la librairie, le café, le marchand de vin. Et, preuve que nous sommes vraiment bien en France, le lycée où les jeunes filles à papa fument des joints. Non, je ne vous parlerai pas de la légalisation du cannabis, mais je vous parlerai un peu de l'exil des Français. Parce qu'on entend beaucoup de vérités, de contre-vérités sur l'émigration. Alors d'abord, quels sont les chiffres? On a très peu de chiffres, parce que, surtout dans les pays de la communauté européenne, les Français qui voyagent ne sont plus enregistrés par les consulats. Donc il faut faire la démarche d'aller s'inscrire sur la liste consulaire. Ce qu'on sait, c'est que l'année dernière, 1 600 000 Français étaient inscrits hors de France, soit une hausse de 6% par rapport à l'année précédente, et une hausse de 50% par rapport à l'année 2000. Donc vous voyez que ça augmente beaucoup. Ça augmente tellement que les autorités publiques en ont pris conscience. C'est pour ça que nous avons maintenant des députés des Français de l'étranger. Et aujourd'hui, on lit d'un côté pour les jeunes la tribune « Barrez-vous », de l'autre côté Bernard Arnault qui prend son passeport belge. Donc je pense qu'aujourd'hui, même si, encore une fois, les chiffres sont très très difficiles à cerner, on parle beaucoup de l'immigration, mais le problème qui va se poser de plus en plus à la France, comme il y a 20 ans pour des pays en voie de développement, c'est le problème de l'émigration des élites, et surtout, et ça c'est nouveau, le fait que beaucoup de gens ne reviennent plus. Et d'ailleurs, je dis des élites, mais ce n'est pas tout à fait les élites. Je pense, et Londres est assez symptomatique parce que vous avez énormément de banquiers, mais aussi énormément de serveurs, énormément de designers, énormément de chefs d'entreprise, énormément d'un peu tout. Mais simplement, pour les avoir un peu rencontrés, j'ai l'impression que dans chaque catégorie, vous avez des gens qui, par définition, un peu parce qu'ils ont pris l'initiative de partir à l'étranger, qui sont un peu plus dynamiques, qui croient tous dans la flexibilité du marché du travail, qui savent qu'il faut bosser. Ça s'appelle les forces vives. Et si les forces vives partent, qu'est-ce qui nous reste? Les forces Bon, alors là-dessus, évidemment, Londres est un peu spécial parce que Londres, c'est la ville qui a accueilli les Huguenots, pourchassés par Louis XIV, qui a accueilli les Français libres. Aujourd'hui, on estime entre 300 et 400 000 les Français vivant à Londres, ce qui en fait quand même la 7e ville de France. C'est une vraie ville française. C'est-à-dire, je pense, on a mal mesuré encore à quel point dans l'histoire de France, c'est une nouveauté. On n'a jamais vu une ville étrangère devenir une ville française. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer à Londres. Donc c'est pas du tout comme dans les autres villes du monde où il y a des Français, on entend parler français, il y a un consulat, une ambassade. Là, c'est une ville française. À laquelle finalement les structures diplomatiques traditionnelles sont très mal adaptées. Les politiques d'ailleurs l'ont bien compris, parce que, de manière intéressante, c'est Sarkozy en 2007 qui était venu à Londres faire campagne, et Hollande qui est venu en 2012. Alors j'ai été aux deux meetings. Alors, je vous rassure, j'ai été au meeting de Hollande surtout pour parler aux journalistes et vanter ma propre alternative. Mais le meeting de Sarkozy, c'était dément à Londres. Il y avait 2000 personnes sur une salle qui en contenait 1000. Les gens étaient accrochés aux grilles, ils hurlaient Cécilia, Cécilia. Quand la limousine est arrivée, ils se jetaient dessus, il y avait des flashs partout. Il y avait une euphorie. Et le discours qu'il avait tenu à l'époque était un discours extrêmement libéral sur la prise de risque et extrêmement galvanisant. Bon, inutile de vous dire que les Français de Londres étaient très déçus, mais de manière assez intéressante, Sarkozy nous avait dit « Ce pourquoi vous êtes parti à Londres, je le ferai en France, revenez ». Et Hollande n'a pas dit ça. Il a dit « Vous allez contribuer à l'effort national ». Bon, donc je suis à South Kensington, je prends un taxi pour aller vers Westminster. Alors j'ai une petite obsession sur les taxis parisiens. Je pense que beaucoup la partagent, et puis c'est un bel exemple quand même, un exemple quasiment parfait, un cas d'école de monopole intouchable, parce que G7 et les taxis bleus sont contrôlés par la même personne, qu'il y a moins de taxis aujourd'hui qu'en 1930, et que jusqu'à très récemment, on ne pouvait pas se mettre chauffeur de taxi à son compte. C'est-à-dire que même en imaginant qu'on ait les diplômes de chauffeur certifiés par l'État,
on devait acheter une licence, et donc on ne pouvait pas se faire transporter d'un point A et d'un point B pour un certain tarif, de manière légale, à moins de prendre une de ces deux compagnies. Juste une anecdote sur ça, et sans trop rentrer dans les détails. Juste une anecdote, c'est que l'ouverture du monopole des taxis était un des grands projets de la commission Attali, qui était une excellente commission qui avait été commanditée par Sarkozy en 2007, qui avait une légitimité parfaite, il n'y avait pas la crise à l'époque, elle était dirigée par un homme de gauche, c'était des propositions très concrètes, c'était très très bien, très bon travail. Bon, évidemment, Mario Monti, d'ailleurs, de manière intéressante, était dans cette commission, et aujourd'hui fait la même chose en Italie, c'est la flexibilité du marché du travail, réduction des dépenses publiques, ouverture des professions réglementées à la concurrence, notaires, pharmaciens, etc. Et bon, et pour commencer, à Bercy, où je travaillais à l'époque, Christine Lagarde avait dit on commence par les taxis. Je fais un exemple parce que c'est un cas difficile. Et si on a les taxis, après le reste suivra. Et des taxis, d'ailleurs, dans beaucoup de villes du monde, y compris New York d'ailleurs, sont toujours une épine dans le pied des politiques. Et donc, on commence à négocier avec les taxis, c'est-à-dire que les taxis se mettent en grève. Ils ont raison d'ailleurs, parce qu'effectivement, ils perdent un peu dans l'affaire, mais bon, l'État offrait évidemment des moyens de compenser la diminution de la valeur de la licence. Enfin, tout ça n'était pas complètement absurde quand même. Ils se mettent en grève, ils klaxonnent. Et Christine Lagarde dit on les aura, on va jusqu'au bout, ils peuvent faire grève pendant 1 an, je ne cède pas. Méthode Thatcher. Et 15 jours après, l'Élysée nous dit bon, les taxis sont des relais d'opinion. Il y a des élections régionales en mars. Donc, ça serait peut-être pas mal de mettre ça un peu sous le tapis. Mais on comprend la logique. Le problème, c'est qu'ils ont perdu les régionales. Ils n'ont pas perdu les municipales, les cantonales et les présidentielles. Que les taxis sont toujours là. Et que surtout, la commission Attali a été remisée sur des étagères. Voilà, donc un exemple de reculade. Alors même si ça peut changer, parce que tout de même il y a eu des amendements dans la loi et qu'aujourd'hui j'entends que les voitures jaunes notamment étaient lancées dans Paris, donc maintenant les services de petite remise ou de grande remise de tourisme, enfin Aurélien connaît ça par cœur. Ah oui. Voilà. Et donc, bon, les taxis à Londres, évidemment, obéissent à ce principe depuis longtemps. Et du coup, les black tabs que vous prenez sont beaucoup plus aimables et beaucoup mieux équipés, simplement parce qu'ils doivent lutter contre une concurrence féroce. Donc, j'arrive à Westminster. J'arrive à Westminster et je vais écouter Prime Minister Question Time, qui est l'équivalent de nos questions au gouvernement, ce que j'ai fait une fois. C'était vraiment instructif et je vous conseille de regarder BBC Parliament, parce que quand vous voyez les débats parlementaires britanniques, vous comprenez ce que c'est que la démocratie. D'abord, les députés britanniques ont beaucoup de défauts, certes, hein, mais il y a énormément d'inspiration à prendre pour notre propre République. Et d'ailleurs, quand vous lisez les textes qu'écrivaient les rapporteurs britanniques au Parlement en 1780, quand ils allaient en France écouter les débats de la Constituante, vous avez quasiment déjà les mêmes réflexions. Nous avons quelqu'un qui disait, en écoutant Mirabeau, mais c'est incroyable, ces Français qui lisent des discours. Ils ne lisent pas de discours au Parlement britannique. Quand ils présentent une loi, ça dure 3 minutes, et après, c'est un ping-pong entre l'opposition du gouvernement et les backbenchers du gouvernement. Donc le gouvernement est toujours menacé par les siens. Il y a des vrais débats au Parlement. Les questions sont connues à l'avance comme en France. En France, les questions gouvernement, les cabinets ont les questions avant. Le député pose, que ce soit de l'opposition ou de la majorité, le député pose sa question, le ministre a déjà la réponse, il a la réponse, on passe à la question suivante. En Angleterre, il y a un droit de répartie. Donc le député peut revenir. C'est pas la question que je vous posais. Et donc il le met en difficulté. Et c'est un vrai exercice rhétorique, parce qu'il doit répondre de manière beaucoup plus improvisée. Il doit bien davantage connaître ses dossiers, et c'est un exercice rhétorique beaucoup plus difficile, évidemment, que de lire des fiches. Donc, il y a ce fait qu'ils sont c'est très transparent, c'est retransmis, et ils sont accountable. Donc, ils doivent rendre des comptes à leurs électeurs et à leur propre majorité, qui est beaucoup plus aventureuse. La question d'un député UMP au gouvernement, c'est toujours... Comment se fait-il que votre politique marche si bien ? Il y a ça, il n'y a pas de cumul des mandats, n'en parlons pas. Alors ce qui est formidable, c'est qu'ils n'ont même pas eu besoin de l'inscrire dans la loi. C'est juste évident. Il y en a certains qui combinent, qui viennent d'Irlande du Nord, mais enfin, ça c'est toujours un peu bizarre. Mais il n'y a pas de dual mandate. Donc un député est dans sa circonscription, parce qu'il est élu d'une circonscription, mais il est jugé par ses électeurs
sur son rôle au Parlement et sur les commissions parlementaires auxquelles il participe. Il n'est pas jugé par ses électeurs comme en France sur les avantages qu'il a apportés à sa circonscription, ou en partie, mais c'est juste un des paramètres. Et du coup, le député fait un vrai travail parlementaire, parce qu'il est à Westminster 4 jours par semaine, et quand vous voyez la retranscription des commissions parlementaires, c'est un autre calibre qu'en France. En France, vous avez des questions très politiques, c'est pas retransmis déjà à la télé, le ministre fait une réponse, s'en va, c'est classique. En Angleterre, le ministre de l'économie est tout seul, sans conseiller, pendant 2 heures, devant des députés qui lui posent des questions ultra précises, ultra techniques, et on le voit qui se décompose, qui des fois ne sait pas répondre. Donc il a vraiment un devoir une interaction avec le Parlement. Bon, et je finis maintenant, car de Westminster, je me promène dans les ruelles adjacentes, et là, il pleut, j'ouvre une petite porte dans une petite rue moyenâgeuse, et je tombe sur le portrait illuminé de Margaret Thatcher. Parce que j'ai poussé la porte du CPS, the Center of Policy Studies. Et j'aimerais juste vous en dire 2 mots, parce que c'est un think tank qui a été fondé par Margaret Thatcher en 1974. Et en 1974, elle faisait le constat que depuis 30 ans, le Parti conservateur, comme le Parti Labour, proposait les mêmes politiques d'inspiration socialiste. Et qu'il fallait insuffler dans le Parti Tory le libéralisme économique. Think the unthinkable. Et donc, Case Joseph et Margaret Thatcher ont fondé le CPS, qui a alimenté le Parti Tories et qui a vraiment contribué à la révolution intellectuelle du parti, et qui a également fait le programme de Thatcher, sur la de la privatisation de British Telecom à la réforme des syndicats. Et donc quand elle est arrivée au pouvoir, elle n'a pas improvisé. Elle avait déjà sa pile de rapports préparés par son CPS, et ensuite elle a mis en musique. Et c'est intéressant parce qu'en France, on n'a pas vraiment ça. Alors Tocqueville écrivait il y a 2 siècles, tandis qu'en Angleterre, ceux qui écrivaient sur le gouvernement et ceux qui gouvernaient étaient mêlés, les uns introduisant les idées nouvelles dans la pratique, les autres redressant et circonscrivant les théories à l'aide des faits. En France, le monde politique resta comme divisé en 2 provinces séparées et sans commerce entre elles. Ce qui veut dire, et on le constate, qu'en France, les universitaires, les intellectuels, vivent dans un monde relativement séparé des politiques qui s'alimentent essentiellement des fiches de leur administration, qui est commencée une administration qui obéit quand même à une certaine théorie. Donc, cette interaction entre la pensée et la politique est quelque chose qui est implanté dans la culture britannique et dont nous ferions bien nous inspirer. Alors, au cours de cette promenade, qu'avons-nous rencontré ? Nous avons rencontré à Hyde Park Corner la liberté d'expression. Nous avons rencontré sur Exhibition Road la responsabilité individuelle contre l'État nounou. Nous avons rencontré à Imperial College le principe de sélection. Nous avons rencontré à South Kensington la menace de l'immigration massive. Nous avons rencontré, en prenant un taxi, la libéralisation des marchés contre les monopoles. Nous avons rencontré au Parlement une meilleure représentativité, une plus grande transparence qui conforte les libertés politiques. Et nous avons rencontré au CPS un bel exemple de combat politique et intellectuel. Donc je remercie les Anglais de nous avoir donné cette petite leçon de libéralisme. Comme disait Morand, ils sont les plus anciens hommes libres de l'univers, et pourtant ils savent dire merci. Merci. On fait les questions maintenant ou non? Okay. Bon, je suis Mathieu Leblanc, donc je suis chef de bureau du Hub d'Istanbul qui couvre le Turkménistan ou le Tadjikistan. Je veux vous présenter l'exemple de 2 pays, la Géorgie et la Turquie, bon, qui à part une petite frontière n'ont pas grand-chose en commun sur le papier. Mais je trouvais ça intéressant
de montrer qu'en fait, libéraliser assez rapidement, c'est possible, hein, c'est pas quelque chose de fou, et deux, les résultats sont assez rapides et probants. Alors pourquoi la Géorgie et la Turquie, alors qu'il y a des pays quand même plus encore meilleurs, Nouvelle-Zélande, Hong Kong, Singapour. Parce que j'y ai vécu, et deuxièmement, on peut tirer quelques exemples pour la France, très modestement bien sûr, mais je trouvais ça assez intéressant. Alors juste pour détendre un peu l'atmosphère, enfin qui n'est pas tendue d'ailleurs, euh, euh, une petite devinette. Qui a dit en 2004, voilà, mon objectif est que je sois mis au chômage dans 2 ans et que mon poste n'existe plus. Alors ce n'est pas Arnaud Montebourg, non, c'est Bendoukhidze, son ministre de l'économie. Donc petite provocation bendoukhidzienne, mais qui représente un état d'esprit assez minarchiste. Et Saakashvili s'était entouré en fait de gens relativement libéraux. J'ai d'autant plus de bonheur de parler de Saakashvili qui a perdu les élections il n'y a pas longtemps et il a reconnu sa défaite, ce qui dans cette partie du monde, en quelques heures, est assez rare. Donc voilà, c'est encore mieux. Une chose, je ne vais pas faire l'apologie de Saakashvili, bien sûr, ni celle de M. Erdogan. J'ai toujours été contre l'antirussisme primaire de Saakashvili, et ça lui a coûté cher d'ailleurs. Et après 10 ans de pouvoir, l'agenda d'Erdogan reste toujours parfois un peu mystérieux. Ceci dit, ce sont des exemples vivants d'une libéralisation à marche forcée de l'économie. Donc, je vais juste présenter les raisons du changement, le processus du changement et ce qui s'est passé concrètement, les résultats et aussi les insuffisances du changement, et enfin le vrai changement, hein, pas le changement sur papier, et quelles leçons on pourrait en tirer pour la France. Alors la raison d'un changement, j'ai connu la Géorgie et la Turquie avant et après. En 99, la Géorgie était très triste, à tous les niveaux. Ils avaient une instabilité monétaire assez forte, un lari qui flottait, enfin, qui coulait plutôt, et une inflation galopante. La Turquie, bien entendu, crise de 2001, très forte. Les années 70, 80, 90 en Turquie sont un peu des années de plomb, on pourrait dire, économiquement, politiquement. Et le tremblement de terre d'Izmit en 99 a révélé tout ça, a révélé les niveaux de corruption extraordinaires dans la construction, dans la reconstruction qui a été très lente. Et un ovni politique est arrivé, Erdogan. Juste pour vous dire, Erdogan n'était rien en 2001. Hein. Erdogan était interdit, enfin il était inéligible en 2001 pour des propos, il avait cité des choses anti-turques apparemment. Et en 2002, il arrive au pouvoir. Donc c'est quand même enfin, il est monté très très vite dans l'échiquier politique. La Turquie de 2001-2002, c'est du chômage, une population jeune qui pousse, éduquée mais qui ne trouve pas de travail, l'inflation galopante bien entendu. Si vous allez à Istanbul aujourd'hui, il reste encore des faux taxis qui ont encore les millions de liras. Hein, des faux taxis. Enfin, il y a des vrais, puis il y a des faux. Et les faux, ils ont encore les millions de milliards de liras de l'époque. Et donc, l'inflation est galopante et la dette atteint, attention, 80% du PIB. Voilà. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Le processus de changement a été
assez violent en Géorgie, hein, c'est quand même la révolution, on se rappelle tous Saakashvili qui jette un peu à la figure de Shevardnadze son bilan, et rapide mais démocratique en Turquie. Une classe moyenne qui en avait tout simplement marre, faut dire ce qui est, marre du chômage et marre de la corruption. Donc ces gens-là, autant Saakashvili que Erdogan, sont arrivés, je dirais, sans a priori libéral. Ne sont pas des idéologues. Saakashvili est plutôt un pragmatique. Il avait un background, bon, il a étudié aux États-Unis, tout ça, mais c'est un lawyer. Bon. Et Erdogan, alors c'est autant comme il est islamo-conservateur, comme on dit, c'est un agnostique en économie. Il a juste cherché la solution qui résolvait les problèmes, très pragmatiquement. Et il a étudié un peu ce qui avait été essayé en Turquie depuis les années 60, 19 plans du FMI qui n'ont jamais abouti, enfin bref. Et il s'est dit que la solution libérale était sûrement la meilleure. Il a été aidé dans la mesure où, dès 2001-2002, Kemal Dervish, qui était un opposant politique, hein, et qui d'ailleurs l'est aujourd'hui encore, il appartient au laïc, CHP, a fait des réformes, en fait, a fait les réformes du FMI à la lettre. Donc Kemal Dervish est quelqu'un de tout à fait extraordinaire. Il a été 20 ans à la Banque mondiale. Son arrière-grand-père était pacha du sultan, il lui a coupé la tête. Bon. Et son fils est DJ. Donc, voilà, c'est une famille très intéressante. Mais il a stabilisé la livre turque rapidement. Il a fait une inflation à un chiffre, presque deux, mais enfin vraiment, ça n'a rien à voir par rapport au taux de 70% de 99-2000. Et il a créé une stabilité dont Erdogan s'est servi. Donc la stabilisation financière est plutôt un prérequisite, enfin et monétaire et financière, un prérequis, pardon, pour les réformes. Ensuite, je vais parler de quelques réformes symboliques. Des fois, on oublie un peu l'importance des symboles. Alors encore petite devinette, quel est le corps d'État corrompu, pléthorique, en dépression nerveuse? Non, ce n'est pas l'éducation nationale, c'est les policiers géorgiens en 2003. Il était impossible d'aller à Tbilissi en voiture. On était arrêté toutes les 2 secondes, sans aucune raison autre que la fin de la famille du policier en question. Donc ça irritait tout le monde et ça bloquait en fait le pays. C'était assez incroyable. Donc Saakashvili, en 2 mois, il a viré 2/3 des policiers, il a augmenté de 2/3 le salaire des policiers restants et il a créé une police académie. Il a changé l'uniforme soviétique et il a mis des petits... Vous voyez Police Academy, le film, bon bah... c'est un peu... Tout à coup, on voyait policier géorgien, Police Academy. Mais j'ai eu le bonheur de me faire arrêter par une policière géorgienne après 1 an hein, de Saakashvili. Et j'avais oublié ma ceinture, bon, désolé. Et elle arrive, petit papyro, c'est bon. Et c'était pas mon permis, c'était payer votre amende par Internet. D'accord. Donc c'est vrai que tout à coup, ça a changé. Réforme symbolique, mais très importante. En Turquie, les réformes symboliques étaient plutôt du point de vue monétaire, avec la New Lira, qui en 2010, donc il y a maintenant le nouveau signe, c'est un petit L comme ça. C'est pas la pound, mais ça un peu, c'est une sorte de mix entre la pound et le dollar. Mais encore, fierté retrouvée de la stabilité monétaire. Réforme plus importante, les Géorgiens ont toujours gardé un œil sur le Doing Business List. Pour eux, c'était très important d'être le pays le plus réformateur. Donc, on peut avoir beaucoup de critiques hein, sur le Doing Business List. Par exemple, ça ne prend pas en compte la corruption. Bon. Mais il y a quand même des réformes importantes. Donc, combien de temps il faut pour ouvrir une société? Voilà. Il y a plein de critères très objectifs, très quantifiables. Et d'entrée de jeu, Saakashvili avait dit je veux être le pays le plus réformateur. Ce qu'ils ont été. Vous arrivez à Tbilissi aujourd'hui, vous avez 2005-2011, the most reformist country. Bon.
Et ils en sont très fiers. Et c'est vrai que la Géorgie est sur la Doing Business List meilleure que la France. Voilà. Alors qu'ils étaient au 100e rang, hein, très 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 loin. Le One Stop Shop a été une réforme très importante, hein, qui a aidé beaucoup de gens. C'est-à-dire que tout à coup, on pouvait ouvrir une entreprise en quelques heures. Et maintenant, on peut même ouvrir une entreprise sur Internet. Donc c'est assez sympa. Une réforme qui paraît très complexe, et en fait, on s'aperçoit que non, c'est que la volonté de l'État, c'est la fiscalité. Introduction de la flat tax, 12%, bon. J'ai les taux d'imposition, si vous voulez pleurer, en Turquie. Donc, ils ont fait passer voilà, de 33% à 20% l'impôt sur les sociétés. La taxe individuelle varie de 15 à 35%. Bon, c'est quand même des taux assez raisonnables. Il y a énormément de taxes bénéfices pour tout ce qui est haute technologie, transfert de connaissances, etc. Bon. Donc, et ça a été fait très, très facilement en fait. Il n'y a pas eu de remous. Les ministères se sont mis d'accord et évidemment la population a été contente. Très important sur la flat tax, ça s'est fait en Russie aussi. Évidemment, les gens, enfin l'État a récupéré plus d'argent. Toute cette économie grise qui était en Géorgie, en Turquie, est remontée. Donc nous en France, on n'a pas des taux d'économie grise si importants, mais enfin c'était intéressant de voir qu'en fait ils l'ont fait pour améliorer leur budget. Une réforme très profonde dans les deux pays, ce sont les infrastructures. L'aéroport de Tbilissi est fait en PPP par les Turcs d'ailleurs, en BOT, Build Operate Transfer de 15 ans. L'État a dit moi je veux que ça me coûte rien. Donc l'aéroport de Tbilissi leur coûte rien. Voilà. Les Turcs ont privatisé les ports, les aéroports, les ferries d'Istanbul récemment, dans laquelle la BERD a pris une participation d'ailleurs. Donc ils n'hésitent pas, ils n'ont pas peur de privatiser et tout à coup ils ont des gains d'efficacité tout à fait intéressants. Donc on a en plus l'émergence d'acteurs régionaux très forts. Akfen, qui était quand même une petite boîte d'infrastructure il y a 20 ans, est un monstre régional. Ils ont construit des aéroports en Jordanie, en Tunisie. Ils n'ont pas du tout peur de la région, ils la connaissent par cœur. Et donc ils créent des champions régionaux. L'électricité. Alors l'électricité dans les deux pays est un problème, a été un problème et reste un peu un problème. Et là encore, mon propos, c'est la libéralisation n'est pas du tout idéologique et pragmatique. En Géorgie, en 2003, 2004, 2005, il y avait des coupures électriques en permanence, mais en permanence, hein, en plein hiver, pas d'électricité, pas de gaz, rien, quoi. En Turquie, aujourd'hui, en hiver, il y a un déficit. Bon, c'est à cause de la croissance, mais il y a un déficit électrique assez important. Il leur faut à peu près 30 milliards d'investissements dans les 10 prochaines années. Bref, libéralisation du marché. Au jour d'aujourd'hui, moi, petite société, bon, en Géorgie, hein, je vais voir un producteur de petit hydro dans les montagnes. Je lui dis combien tu me fais, il me donne un prix, je dis oui ça m'intéresse, on se fait un Power Purchase Agreement, ça passe à travers les lignes à haute tension qui elles ne sont pas privatisées pour le coup, pour question nationale, enfin de sécurité nationale, et donc je reçois mes kilowattheures et je paye à travers le système et tout se passe bien. Et Nogay-Dely, le premier ministre, deuxième premier ministre de Saakashvili, avait dit je veux que tout Géorgien qui paye son électricité reçoive 100% 24 heures sur, enfin 24/7. Et c'est ce qui est arrivé en 2 ans. Ils ont privatisé les hydros en dehors de Tbilissi et le système. Et ça leur a rapporté quand même 300 millions de dollars. 300 millions de dollars pour la Géorgie, c'est énorme. Et on se dit, bon, s'ils ont 50, c'est déjà beau. Et en fait, ils ont réussi à vendre leurs hydros 300 millions de dollars. Aujourd'hui, les Turcs investissent en Géorgie pour tout l'est de la Turquie. Donc le problème électrique, s'il n'est pas résolu, a quand même été bien solutionné par la libéralisation.
Le secteur municipal, bien entendu, tout ce qui est eau, déchets et maintenant hôpitaux en Turquie et en Géorgie va passer sous contrat partenariat public-privé, mais enfin en gros, ce sont des privatisations. La récolte des TG d'Ankara est complètement privatisée, ils recyclent tout, enfin c'est vraiment une navette spatiale, hein. Et en plus, ça sent bon. La récolte des déchets d'Ankara, je vous conseille. Évidemment, c'est privé, hein. Voilà. Alors, les syndicats. Allez sur les sites des syndicats français, vous verrez toujours une petite partie sur les Turcs. Donc, nos camarades turcs sont en prison, hein, voilà. Donc, c'est vrai que Erdogan a été un peu dur avec les syndicats. Euh, Et alors, il tombe souvent sous le coup de la loi antiterroriste qui est à la fois très large et pas assez large. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Il y a le Kurdistan dedans, bon, mais c'est vrai que les syndicats ont été mis au pas grandement, hein. Il n'y a pas des grandes grèves, il y a beaucoup de petites grèves, enfin pas de grèves, mais des petites manifestations d'étudiants, de gens qui ne sont pas contents en permanence, mais il n'y a pas de grandes grèves qui bloquent le pays. Et d'ailleurs, maintenant, on ne peut plus bloquer le pays. Donc la grève est interdite dans les transports en commun, dans les aéroports, les compagnies aériennes, etc. Bon. Je dis pas que c'est bien, je dis que c'est comme ça, et que ça lui a permis de faire des réformes, hein, privatisation de Turkish Airlines, etc. Donc on peut dire que effectivement Erdogan est un peu en guerre contre les syndicats. Les résultats. Un résultat, j'ai pris les chiffres, moi-même j'y croyais pas. Bon, voilà. En gros, le PIB a été multiplié par 2 dans les deux pays. Voilà. Donc petit PIB en Géorgie, hein, de 11 à 24 milliards de dollars. Gros PIB ou plus gros PIB en Turquie. Alors j'ai vu des chiffres un peu discordants dans la mesure où en Turquie, il y a quand même une économie grise encore, hein, bon. Mais en gros, ça a été multiplié par 2,5. Et aujourd'hui, on est à 15 000 dollars par tête de Turc. Aujourd'hui. Donc c'est quand même assez énorme. Et quand vous allez à Istanbul aujourd'hui, vous sentez un optimisme qu'on a pu, nous. Là, c'est vrai. Ils ont encore la naïveté de croire que leurs enfants vivront mieux qu'eux. Mais ils le créent, ce rêve. Ils le créent vraiment. Et ils n'ont plus vraiment peur du chômage. Ils n'ont plus peur de beaucoup de choses, les Turcs. Et ce sont des gens assez aventureux d'un point de vue business. Là, vendredi matin, je voyais le vol. Bon, le nouveau vol Turkish Airlines, c'est Istanbul-Benghazi. Bon, quand même. Et je suis sûr que c'était plein d'entrepreneurs. Donc c'est assez impressionnant. C'est une région du monde qui s'aime bien. Enfin, c'est l'Empire ottoman, etc. Donc j'ai tous les chiffres, hein, si vous voulez, les taux d'inflation à un chiffre qui sont fantastiques. Les insuffisances. L'éducation. Bizarrement, l'éducation qui était très mauvaise en Géorgie, donc les profs payaient en fait pour aller donner des cours, parce qu'ils étaient payés moins que le prix du transport en commun. Et ça, c'est vrai, hein. Donc ils voulaient quand même garder un peu sur leur CV, comme quoi, bon, puis pas rester à la maison non plus. Donc l'éducation, quand même, dans ces conditions-là, est difficile. Les enfants doivent payer le charbon pour l'hiver, etc. L'éducation, c'est un chantier qui n'a pas été vraiment attaqué. Erdogan est en train de parler d'écoles islamistes. Enfin, là-dessus, il y a clairement une insuffisance et il y a une régression. On me disait qu'avant, il y avait certaines écoles turques qui étaient en anglais complet. Et maintenant, ça ne se fait plus. Chose comme ça. Je ne dis pas que le niveau d'éducation régresse. Je dis qu'il n'y a pas eu du tout de libéralisation du système éducatif dans les deux pays. Après, bon, oui, je peux dire que la Géorgie n'a pas réussi à devenir un modèle pour les autres républiques ex-soviétiques, ni la Kirghizie, c'est plutôt même un répulsif. Vous voyez, Saakashvili, en plus maintenant il a perdu les élections, alors les dictateurs locaux, ils sont un peu, ils doutent. Et donc malheureusement, la Géorgie n'est pas devenue un modèle. Alors l'AKP a peut-être plus de chances de devenir un modèle. En Libye, en Tunisie, etc. Si on entend un peu le discours des Tunisiens, mais non, mais attendez, nous on est quand même des islamo-conservateurs, regardez Erdogan a accueilli comme
comme vraiment une pop star, hein, à Benghazi. Donc, pour en revenir hier au propos d'Alain Madelin, qui est très intéressant d'ailleurs, sur le groupe de travail à Ankara, est-ce que l'islam est compatible avec la démocratie? Moi je dirais simplement, est-ce que l'islam est compatible avec le libéralisme? La question est oui, oui et oui, quoi. C'est sûr, je le vois tous les jours. Les Turcs sont quand même très musulmans, c'est pas une société laïque. On est réveillé à 5h30 du matin. Et c'est une société extrêmement dynamique, extrêmement active. Et je dirais presque, d'un point de vue un peu cynique, que l'islam leur a permis de se stabiliser, parce que c'est quand même une société qui va très très vite. On passe d'endroits très traditionnels à l'iPad. Hein, et donc, en fait, se retrouver sur ces valeurs-là, plutôt confortables, je pense, a permis à beaucoup de jeunes de dire en fait, on peut être moderne et rester soi-même. Enfin, c'est un avis personnel, mais c'est ce que j'observe. Alors, quelles leçons modestement tirées pour la France? Le courage politique. Ça, c'est sûr que ce sont deux hommes qui ont du courage politique, du courage physique. Saakashvili, à 36 ans, il arrive au Parlement et il risque sa vie quand il vient chez Shevardnadze, physiquement, manu militari. Donc c'est un courage important. Erdogan a aussi un courage politique d'avoir fait des réformes qui, dans certains milieux, et notamment les milieux laïques, traditionnellement associés plus ou moins à l'armée. Enfin, il y a un petit côté égyptien quand même. L'armée a un droit de regard assez important sur les affaires, avait. Donc il a lutté contre ça, au risque d'avoir un coup d'État d'ailleurs. Donc le courage politique. L'émergence d'une nouvelle classe politique, ça c'est clair. Donc Saakashvili a pris des gens de l'extérieur. Moi je me souviens très bien, j'étais avec un copain, Rakli, et il faisait son CV pour Saakashvili pour être en charge des privatisations. Voilà. Donc il avait passé 4 ans à Londres, 2 ans à Moscou, il avait 33 ans, et voilà. Et après il est devenu ministre de l'économie, après Bendokidze d'ailleurs. Donc il y a eu une volonté de ramener des gens qui avaient vu autre chose. Voilà. Évidemment, l'AKP crée des islamo-conservateurs. Alors certains sont plus islamo que conservateurs, d'autres plus libéraux que islamo, et ça dépend des villes, ça dépend des régions. Mais c'est clairement une nouvelle classe politique qui émerge. Le vieux laïc turc des années 80, il est un peu moins là. Enfin, il a la parole, mais les gens l'écoutent un peu moins. C'est vrai. Moi, une chose qui m'a choqué, dans le bon sens, c'est qu'en fait, la réforme fiscale n'est pas si dure. Ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut qu'on comprenne tous. Ça nous paraît un mur infranchissable. La réforme fiscale n'est pas si dure à mettre en place. C'est que l'État qui s'autorégule. En revanche, Alain Madelin parlait hier d'hypercroissance. L'hypercroissance, c'est les Turcs. 8% par an, c'est ce qu'on pourrait appeler, nous, une hypercroissance. En fait, ils n'ont pas réduit la dette. Ils l'ont réduit en pourcentage du PIB, mais le PIB a doublé. Et donc la dette est maintenant 2 fois moins, donc c'est 40% du PIB. Mais ils ne l'ont pas remboursé en tant que tel. Ça, je trouve ça assez intéressant. La Turquie est BB+, c'est pas le triple A du tout. Beaucoup de risques mis en lumière par les agences de notation. Les taux de financement ne sont pas forcément très très élevés, mais c'est clairement pas 2%. Et la Turquie, en fait, fait du revolving sur cette dette, fait du revolving, et ils ont la confiance des marchés, ils ont leurs banques locales qui ont des liquidités extraordinaires, mais ils n'ont pas diminué en valeur absolue la dette, malgré une hypercroissance. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui peut nous faire réfléchir. Et surtout dans les deux pays, ce que moi j'ai ressenti, c'est l'entrepreneur, ce héros. Voilà. C'est-à-dire que tout à coup, l'entrepreneur devient le héros de la société. Nous, à la Berne, on investit dans des petits projets, on ne fait pas un grand truc, surtout en Géorgie. Et je me souviens d'un petit projet de bière. C'est 3 frères qui ont commencé en mettant leur bière dans 100 petites bouteilles. Et puis, tout à coup, on a financé, ils se sont financés eux-mêmes. Grande usine, tchèque. Saakashvili est venu à l'ouverture. Alors, je ne comprends pas le géorgien, qui est très beau, mais très compliqué. Et je croyais qu'il l'engueulait.
Il le montrait comme ça. Moi, je dis, oh, le pauvre, il l'invite. Bon. Et je demande après à mon collègue banquier, je dis, mais qu'est-ce qui se passe là depuis une heure? Il dit, mais il lui fait que des compliments. Il dit que c'est le nouveau Géorgien, que tout le monde doit prendre exemple sur lui. Voilà. Donc Saakashvili lui-même vient pour l'ouverture d'une usine à bière. Bon, il en avait des bénéfices politiques évidemment, mais il a fait. Et on voyait vraiment que le centre d'intérêt de la discussion était ce nouveau héros. Et on retrouve ça, excusez-moi, je vais me boucher. On retrouve ça aussi en Turquie, pardon, où l'entrepreneur devient ce nouveau Turc. Alors il y a un petit côté un peu nationaliste, hein, avec beaucoup de fierté. Mais on peut dire qu'il y a une vraie mentalité pro-business. Ces gens-là ne sont pas là pour nous voler le fruit de notre travail, pas du tout. Au contraire, on se fait copain avec eux. Quand on se balade aujourd'hui à Istanbul, il y a une atmosphère, en fait, il n'y a pas de tension sociale en tant que telle. Pourtant, il y a des pauvres, hein. Croyez-moi, il y a des pauvres. Et il y a des riches, et des très très riches. Il y a pas, on ne sent pas la tension sociale. On sent quand même une volonté d'aller de l'avant ensemble. Et on sait que la réussite des uns va, d'une façon ou d'une autre, se refléter sur ma réussite à moi. Et là-dessus, je trouve que c'est quelque chose qui, pour nous, hein, peut être aussi intéressant, de faire de l'entrepreneur ce nouveau héros. Donc voilà, en conclusion, je veux juste dire que les deux pays, les deux hommes politiques n'ont pas choisi le libéralisme, ils l'ont adopté par pragmatisme. Voilà. Pas du tout par idéologie, mais par pragmatisme. Les résultats sont là, en termes de PIB, et croyez-moi, entre 3 000 dollars par mois et par an, pardon, et 7 000 dollars par an, il y a une vraie différence de niveau de vie. Il y a des différences sociales, mais dans l'ensemble, on tire vers le haut. Hein, le PIB tire vers le haut, il ne faut pas l'oublier, la croissance, c'est ça, on tire les gens vers le haut. Il y en a qui restent sur le carreau, c'est vrai. Et il y a des très riches, donc ça se voit peut-être plus. Mais dans l'ensemble, la société en bénéficie, c'est pas à vous que je le dis, hein, c'est à la caméra, à YouTube. Donc ça, c'est assez important, ça se voit. Ce qui s'est passé ces 10 ans dans des pays qui auraient pu devenir des drames absolus. Il faut quand même le dire, aujourd'hui, la Turquie aurait très bien pu devenir l'Égypte. C'est une possibilité, on regarde tous les indicateurs 98-99, ça pouvait devenir ça. Ces résultats assez extraordinaires d'une région relativement instable sont le fruit d'un courage politique. Ce qui nous semble, à nous, impossible à réaliser parce qu'on est dans un environnement qui n'est pas pro-business, qui est difficile, où tout semble extraordinairement compliqué. Enfin, quand on parle de flat tax, on est comme un ovni. En fait, a été fait dans le calme. Avec une volonté forte, mais dans le calme et la concertation. Il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas eu de révolte incroyable. Et quand les gens ont été déçus, ils ont voté. Voilà. Saakashvili a perdu les élections. Bon. Et je pense que tout exemple positif de libéralisation d'économie, d'autant plus que ce sont des pays un peu exotiques, est bon à prendre pour nous, libéraux, de dire on peut le faire. Et en plus, ça marche. Donc voilà, je voulais partager avec vous ce côté un peu institutionnel. Je sais que Thibaut va parler plus du quotidien de l'entrepreneur dans ces pays, mais je vous invite, maintenant ce sont des pays très ouverts, hein, il n'y a pas de visa, il n'y a plus rien. D'ailleurs, entre la Géorgie et la Turquie, il y a un accord, on ne montre même plus le passeport. Voilà. Donc l'aéroport de Batumi, c'est un aéroport turc, alors que c'est en Géorgie. Donc il y a quand même une certaine liberté pour aller et venir, qui peut nous paraître nous un peu extraordinaire, un peu normal, mais là-bas c'était pas le cas du tout. Il y a 10 ans, fallait des visas, fallait attendre. Aller en Géorgie, c'était une galère, et donc personne n'y allait. Maintenant, ils font des pubs sur CNN pour attirer les touristes. Donc je vous invite à y aller et à voir aussi les pays, non pas seulement par leur beauté artistique et archéologique et historique, mais aussi de ce côté-là d'entrepreneuriat qu'on peut quand même ressentir. Merci.
Avec nos excuses pour Thibaut, et je suis la première à regretter de ne pas pouvoir rester, on va lancer l'atelier des femmes qui souhaitent s'exprimer sur l'engagement en politique, et j'espère qu'elles sont nombreuses, parce que sinon on ne pourra pas le faire avant le déjeuner, donc on ne pourra pas le faire de la journée, ce serait dommage. Donc, Bah, écoutez, c'est... Allô? Vous m'entendez? Oui. Bah, écoutez, c'est dommage pour elle. Alors, je vais commencer par revenir à Londres, parce que Gaspard nous a offert une fabuleuse promenade dans un Londres très intéressant. Et il a mentionné le Center of Public Policies, Policy Studies qu'avait fondé Margaret Thatcher. Et moi, de temps en temps, quand je m'ennuie, heureusement rarement, je relis les discours de Margaret Thatcher. Et il y a une phrase culte qui, à mon avis, définit très bien la pensée libérale, qui est de dire l'argent public n'existe pas. Et je pense que si à chaque fois qu'à l'Assemblée nationale, quand ils ouvrent un débat sur le budget, ils commençaient leur phrase par dire l'argent public n'existe pas, je pense qu'on verrait les choses très différemment. Donc je vous incite en tant que libéraux à mettre cette phrase dans votre tête, parce que c'est à mon avis très très important. Je vais vous offrir une autre promenade en Asie. L'Asie, c'est une partie du monde où on ne s'ennuie pas, parce qu'il y a 3 milliards de consommateurs qui consomment de plus en plus. Et c'est vraiment une chance énorme pour les Français et pour aider notre pays à renouer avec la croissance. Alors, moi, mon profil personnel, je ne suis pas un homme politique, même si j'ai été candidat à la dernière législative dans la 11e circonscription des Français de l'étranger sous l'étendard du PLD. C'était une élection, une campagne très très difficile, puisque j'avais 49 pays, donc c'est les deux tiers des terres émergées de la planète, avec 100 000 électeurs inscrits, mais seulement 26 000 ont voté. Ça veut dire que c'était un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Et j'avais en face de moi Thierry Mariani, qui avait une notoriété en tant que ministre des Transports et patron de la droite populaire, ce qui faisait que c'était pas évident. Mais grâce au soutien logistique et intellectuel du PLD, je peux vous dire que ça a été une très très belle campagne, et on m'en parle encore. Et en effet, même Thierry Mariani, que j'ai vu il y a 3 jours dans son bureau à l'Assemblée, m'a dit écoutez, vous avez fait quand même une très belle campagne pour un débutant. Et c'est vrai que c'était très très technique. Alors ça va de l'Ukraine jusqu'aux Fidji. Et j'avais l'Inde, Londres, l'Indonésie, l'Australie. Alors, maintenant, je vais revenir à mon statut privé, qui est un statut d'entrepreneur. Comme disait Aurélien, je fais partie des voyageurs, et même dans le contexte médiatique actuel, je dirais même des pigeons voyageurs, mais des pigeons heureux parce qu'on est dans un contexte fiscal relativement favorable, je dirais même très favorable. Le mien, c'est le contexte fiscal de Singapour. Alors, Singapour, c'est un petit peu un paradis des libéraux. Ceci dit, c'est difficile d'expliquer Singapour, parce que c'est le gouvernement qui est entrepreneurial. Donc, c'est un pays où le service public est plus productif que le secteur privé. Donc c'est pour ça que c'est très difficile à expliquer quand on n'appartient pas à cette planète. Le gouvernement est le premier entrepreneur, mais je dois dire que et leur problème au gouvernement singapourien, c'est de motiver les entrepreneurs à être plus entrepreneurial qu'eux. Donc ça met la barre très haut, et c'est très intéressant.
Alors, quand je dis que le gouvernement est très entrepreneurial, deux raisons pour ça. La première, c'est que la notion de... D'abord, il y a un pragmatisme économique total, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décision politique à Singapour, il n'y a que des décisions qui sont en fait posées de la manière suivante. Si c'est bon pour Singapour, on le fait. Et donc, il n'y a pas d'idéologie ou quoi que ce soit. C'est un pragmatisme économique total. Le service public est géré comme une entreprise privée, c'est-à-dire que tout est raisonné en termes de productivité. Un service public, c'est d'ailleurs effrayant parce que vous allez dans des services administratifs à Singapour et vous n'avez pas le temps d'avoir votre numéro au guichet, que votre dossier est déjà prêt et que, enfin bon, c'est parfois effrayant. Alors, quand on... et d'ailleurs, dans ma campagne, j'ai un peu parlé de ça, parce que quand on voit les politiques publiques en France, genre remplacement d'un fonctionnaire sur 2, ou etc., ça me semble pour moi totalement délirant. Parce que qu'est-ce que ça veut dire remplacer un fonctionnaire sur 2 ? Il y a des endroits où on a peut-être besoin de doubler le nombre de fonctionnaires, et des endroits où on a besoin de diviser par 10. Ça dépend du service public dont ils ont la charge. Je prends un exemple tout à fait concret. À Shanghai, la demande de visa de la part des touristes chinois qui veulent aller en France augmente très très rapidement. Or, la politique de supprimer un fonctionnaire sur 2 fait qu'on diminue le nombre de postes consulaires alors qu'on devrait peut-être en mettre 10 fois plus. Et il faut savoir que les visas sont payants et que c'est donc un centre de profit. C'est-à-dire que le consulat de France à Shanghai, et je sais qu'il y a une autorité consulaire ici, donc tu pourras peut-être tout à l'heure réagir à ça, mais le consulat de France à Shanghai gagne de l'argent à émettre des visas pour les touristes chinois. Or, aujourd'hui, on n'a pas assez de touristes chinois qui viennent parce qu'on ne sait pas produire ces visas de façon assez rapide. Or, quand vous savez ce qu'un touriste chinois dépense quand il vient en France, en plus de ce qu'il a déjà payé pour son visa, c'est une perte économique très très importante. Deuxième aspect, alors voilà donc à peu près pour l'état d'esprit du service public. Je pourrais aussi rajouter que les payes des fonctionnaires, qui ne sont pas vraiment des fonctionnaires puisque les contrats ne sont pas à vie, c'est un peu comme des contrats privés, les payes des fonctionnaires sont alignées sur les payes du secteur privé. Donc un ministre est payé comme le directeur général d'un grand groupe, le Premier ministre est payé comme le CEO d'une énorme multinationale. Pour information, le Premier ministre de Singapour gagne 4 fois ce que gagne Obama, sur un pays qui fait 1/3 de la surface de Londres et avec 5 millions d'habitants. Alors il y en a qui disent que c'est exagéré, etc. L'avantage, c'est que ça a supprimé la corruption, puisque la corruption est endémique en Asie. C'est un problème énorme. Je veux dire, mais Singapour a réglé le problème. Comment ? En disant, on va payer les fonctionnaires au même tarif que dans le privé, au même niveau de responsabilité, et on va punir très très fortement tous les cas de corruption, et il n'y a plus de corruption à Singapour. Alors, en ce qui concerne le secteur privé, beaucoup d'entrepreneurs donc à Singapour, pas vraiment le choix, puisque l'État ne donne aucun filet de production, de protection. Il n'y a pas d'assurance chômage et il n'y a pas de chômeurs. Il n'y a pas de sécurité sociale. On a le meilleur service médical du monde, reconnu par tous les experts. Il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de système de retraite. Enfin, il y a un système par capitalisation qui est en fait une épargne forcée. A priori, on n'a pas de pauvres à Singapour, alors qu'il y a beaucoup de pauvres dans la région. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes. Ce n'est pas un monde parfait. Le monde parfait n'existe pas. Les entrepreneurs et les entreprises. Le gouvernement encourage énormément les gens à entreprendre. Ils ont créé une agence qui s'appelle Spring. Si vous avez un projet entrepreneurial, ils vous aident. Ils vous présentent aux investisseurs. Et il y a même un scheme où
le gouvernement, si un investisseur met 100 $, le gouvernement double la mise pour investir dans votre société. Crois rêver. Pour inciter les entreprises déjà établies à être plus performantes, le gouvernement donne des tax credits, en fait, vous réduit vos impôts sur la base des progrès que vous avez faits pour améliorer la productivité de votre entreprise. Vous investissez dans un système informatique plus performant. Vous investissez dans la formation de vos employés. Vous investissez dans quelque chose qui innove. Vous investissez dans n'importe quoi qui permet d'augmenter la productivité de votre entreprise. Eh bien, l'État ne va pas le faire à votre place, mais va vous encourager financièrement avec des carottes qui sont souvent des crédits d'impôt ou des chèques. Il m'arrive des fois de recevoir des chèques du gouvernement. Je suis moi-même entrepreneur à Singapour et l'État vous rend de l'argent. D'ailleurs, il rend même de l'argent aux citoyens. Il y a ce qu'on appelle les dividendes, les gross dividendes. C'est-à-dire que si le pays a fait ses objectifs, eh bien l'État vous rend de l'argent. Parce que l'État est souvent en position d'ailleurs d'avoir trop d'argent. Donc c'est un délire total par rapport à ce qu'on connaît ici. Alors, ça ne veut pas dire que nous, Français de l'étranger, on ne s'intéresse plus à notre pays d'origine. Et on s'y intéresse même de plus en plus parce qu'on pense que l'avenir est dans les pays où nous sommes implantés. J'ai collaboré avec un ami qui s'appelle Christian de Saglise, qui était suppléant d'ailleurs aux dernières législatives pour le centre droit. Il était suppléant d'Émile Servan-Schreiber. Il a écrit Le défi des pays émergents, une chance pour la France. C'est un livre qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps. Et j'ai beaucoup collaboré parce que j'ai pensé que c'était un message très très important qu'il fallait envoyer aux Français. Christian de Saglise travaille à la HSBC à New York. Il est en charge des marchés émergents et il est professeur à Columbia. Il donc connaît très très bien le sujet. Je vais vous lire, parce que ça ne sera mieux pas le livre, mais ce qu'il y a derrière, ça vous incitera peut-être à le lire. Non, la France n'est pas condamnée au déclin, à condition qu'elle ne rate pas le virage des pays émergents. Ni la réduction drastique des déficits, ni l'utopie de la démondialisation, ni le protectionnisme ne lui apporteront un nouveau bien-être. Donc tout le contraire de ce que les gens qui nous gouvernent actuellement font passer comme message. En réalité, il n'y a qu'une façon de s'en sortir, le retour à la croissance, mais comment faire? Partir à la conquête de l'Eldorado des temps modernes. Ils sont des centaines de millions en Chine, en Inde, au Brésil, en Russie, à sortir de la pauvreté. Et là, je dois dire quelque chose parce que je vois que la France rentre dans la pauvreté. Il y a chaque jour des centaines de personnes, de familles qui sont dans des situations de plus en plus difficiles. C'est très triste parce que c'est tout à fait évitable. Et en même temps, ce qui me rassure, c'est qu'il y a des centaines de millions de gens qui sortent de la pauvreté ailleurs. Donc, au global, le monde progresse, mais ce qu'il faudrait, c'est éviter que les gens rentrent dans la pauvreté chez nous, parce qu'on peut l'éviter. La montée en puissance des classes moyennes, leur appétit de consommation, leurs besoins énormes représentent un immense réservoir de croissance pour la France. Si les grandes entreprises l'ont déjà compris, on n'a pas besoin d'apprendre à Saint-Gobain ou à L'Oréal à exporter, ils savent le faire. Les Français, dans leur grande majorité, n'en ont pas encore pris conscience. Les pays dits émergents constituent non pas une menace, mais un formidable espoir, à la condition que nos entrepreneurs, soutenus par une volonté politique sans faille, alors là, on peut en parler, se lancent à l'assaut de ces nouveaux marchés, mais il n'y a pas de temps à perdre, tandis que nous tergiverserons, nos concurrents sont déjà à l'œuvre. Alors je peux vous le dire, j'ai un cas très concret. Le gouvernement de Birmanie, où j'étais il n'y a pas longtemps, veut privatiser une entreprise verrière qui fait des bouteilles. J'ai donc profité de mon passage à Paris pour aller voir le leader en France et lui proposer donc d'investir ou de co-investir.
Et la réponse était, vous savez, en ce moment, on n'a pas beaucoup d'argent à investir, et on a des priorités, on préfère l'Amérique du Sud parce qu'on ne peut pas être partout. Alors, je comprends très bien ces deux éléments. Ceci dit, c'est très dommage parce que du coup, je suis obligé d'aller voir des investisseurs coréens, des investisseurs indiens, ou même allemands. Et dans 5 ans, quand ce groupe français aura de nouveau les moyens d'investir en Asie, les places seront prises. Et ce sera peut-être beaucoup plus cher. Donc tous les jours, on voit ça. Alors les PME, c'est à mon avis le plus important parce que apprendre à L'Oréal ou à Saint-Gobain à investir en Asie, je pense que ce n'est pas à nous de le faire. Ils savent le faire. Par contre, les PME, eux, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils ont des problèmes en France au quotidien. Et en plus, avoir les problèmes de marché qui sont à 12 heures d'avion, c'est pas facile. Alors théoriquement, il y a des structures en France comme UbiFrance, il y a les conseillers commerciaux, il y a des usines à gaz comme les conseillers du commerce extérieur. Personnellement, je ne suis dans aucun de ces réseaux, mais des amis à moi y sont. Ils ne se coordonnent pas. Les PME qui s'adressent à ces réseaux sont très très peu satisfaits. Et donc, une réforme profonde des réseaux qui sont supposés aider les PME à exporter sont à faire. Récemment, Laurent Fabius a dit tiens, on va créer on va mettre en concurrence tous ces réseaux en créant un nouveau réseau où les ambassadeurs, alors j'ai pas très bien compris, Denis Maton, que peut-être mieux la mécanique, où ça serait les ambassadeurs eux-mêmes qui seraient les représentants des PME dans les pays, enfin une usine à gaz, quand on connaît un peu nos ambassadeurs, on sait très bien où ça va arriver. Alors quand je vois face à ça, c'est bien de critiquer tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, déjà, il faudrait s'inspirer de ce que font d'autres pays. En fin de compte, je regarde par exemple les Allemands. Les Allemands, à travers leur Länder, ont des structures d'aide à l'exportation de leurs PME qui sont hyper efficaces. Alors aujourd'hui, il n'y a qu'un seul homme politique qui défend ça, c'est Jean-Christophe Fromentin, député maire de Neuilly, qui est libéral, mais qui est aussi d'abord fromentiste, voilà, et qui est à l'heure où je vous parle, il est à l'UDI, à l'Assemblée constituante, parce qu'il est en charge du projet de l'UDI, et je l'ai rencontré donc mercredi matin à la mairie de Neuilly, et le projet qu'il va défendre, c'est en fait de changer les régions, c'est-à-dire avoir moins de régions, mais des plus grandes régions autour d'une capitale économique, et un peu comme le système des Länder, avoir des appuis aux PME régionales qui leur permettent d'être plus performantes à l'exportation et en tout cas de ne plus avoir à subir l'inefficacité des réseaux existants. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Parce que je voudrais quand même passer le temps au temps des réponses. Écoutez, dans le temps des questions-réponses, moi je pense que... alors, pour les Français de l'étranger, beaucoup de Français de l'étranger sont libéraux. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont partis à l'étranger et ils vivent dans un environnement libéral. Nous, ce qu'on a très peur, c'est qu'on nous demande de participer à l'effort national en nous demandant de payer des impôts sur notre revenu global. Alors, il y a un mauvais exemple qui est l'exemple américain, mais quand on connaît les Américains, ils ne sont pas tout à fait satisfaits du système et on espère que le gouvernement socialiste ne va pas nous demander de payer des impôts sur notre revenu mondial, parce qu'on trouve ça très injuste. Ceci dit, cette mauvaise idée n'est pas le monopole du Parti socialiste, puisque l'UMP en a été même à l'origine. Donc, c'est pour vous dire que le message libéral passe très très bien auprès des Français de l'étranger et passera même encore mieux quand les socialistes remettront sur la table ce projet fiscal qui, bien sûr, n'est pas très, très honnête. Je pense que les Français de l'étranger peuvent contribuer à l'effort national en aidant les entreprises françaises à vendre aux consommateurs des pays émergents beaucoup plus
quand essayer de leur faire payer des impôts, qui n'arriveront pas d'ailleurs à nous faire payer, puisque techniquement et au niveau des conventions fiscales, ce n'est pas applicable. Voilà, donc je vais finir sur la même phrase que j'avais commencé. L'argent public n'existe pas, et voilà. Merci.